bienvenue à tous. Vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise et aux érudits de l'économie et de l'information économique. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle, une émission qui sera riche en informations, riche en intelligence. Je reçois aujourd'hui une personnalité et non des moindres, c'est Monsieur Ilyas Akbarali qui est le chairman de Redman. Bonjour Monsieur Ilyas. Bonjour Alain, merci Alain de m'inviter sur ce plateau de Vox Africa. Je suis très honoré et ravi de partager quelques informations entre nous. C'est nous, on est très heureux. Merci pour le privilège que vous faites d'être sur la chaîne Vox Africa. Avant de commencer, vous avez un parcours, je le disais d'entrée de jeu, qui est exceptionnel. Est-ce que, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez nous dire un peu sur ce parcours-là? Bon. Mais écoutez, ce parcours est intéressant. C'est vrai que c'est un parcours qui existe parce que il y a derrière ce parcours une équipe. Rien ne se fait sans une équipe pour faire avancer les choses. Donc, j'ai une équipe extrêmement éduquée, très professionnelle, et nous avons bien sûr commencé notre parcours à Madagascar, en Afrique. Et quand nous avons commencé, quelle a été notre philosophie? Notre philosophie, c'était comment créer donc une relation d'abord de confiance avec tous nos partenaires, avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires financiers, avec l'État, et aussi la confiance entre nous collaborateurs, tous les collaborateurs. Et c'est ça qui a fait que nous avons vraiment créé, je dirais, une équipe ensemble, et c'est comme ça que nous avons créé en fait des team building, des team management. C'est ça qui nous a permis d'avancer et vraiment de créer aujourd'hui ce groupe où il est, puisque comme vous le savez, j'ai repris ce groupe en 1993, Alain. C'est ça. Et donc je l'ai repris avec 15 personnes. Et nous étions à un chiffre d'affaires qui avoisinait les 20 000 euros. Aujourd'hui, c'est un groupe qui a quelques milliers de personnes et qui va devenir un des plus importants pourvoyeurs d'emploi, par exemple, dans certains pays. Et alors comment, en 20 ans, on devient l'un des plus grands dirigeants africains, sinon du monde entier, qui emploie aujourd'hui plus de 5 000 personnes? C'est ça. Effectivement, en fait, comment nous devenons, c'est vraiment, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, Alain, qui sont importants. Les premiers facteurs sont les valeurs. Comment vous vous comportez avec votre environnement? Les valeurs, c'est quoi? C'est l'humilité, c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est la communication. Et donc, c'était l'éthique, en fait, les valeurs et l'éthique de notre groupe. Ça a été un des facteurs, je dirais, déterminants pour arriver là où nous sommes. Parce que, franchement, si nous réussissons, si nous faisons une forte croissance et que nous ne respectons pas ces valeurs, pour nous et notre famille, ce ne serait pas une réussite. Beaucoup nous disent qu'ils ont aussi ces valeurs-là. Est-ce que ce sont seulement les valeurs qui suffisent pour le développement pour avoir un tel parcours entrepreneurial? Non, les valeurs ne suffisent. Les valeurs sont importantes. D'accord. Parce que ça fait partie de quelque part une synergie énergétique. Maintenant, bien sûr, après, il y a le travail. Il faut beaucoup travailler. Il faut être très engagé. Il faut sacrifier votre temps, et d'une part. Après, vous avez aussi la vision, le plan, la stratégie, qui sont très importants aussi. Parce que sans vision, sans plan et sans stratégie, vous ne pouvez pas avoir une projection de l'avenir. En même temps, si vous avez cela, après il faut mettre les moyens. Et les moyens, comment on les a, les moyens? Dans les moyens, ce sont les partenaires. D'accord. Ce sont les partenaires, ce sont les banques, c'est l'État, ce sont nos clients, ce sont nos fournisseurs, et enfin, ce sont nos collaborateurs. Comment on arrive à faire tout ce maillage-là, à fédérer toutes ces personnes-là, comme on le dit, toutes ces parties prenantes-là autour de vous? Vous savez, Alain, quand vous avez les valeurs, fédérer tout cela devient très simple. Parce qu'en fait, avec ces valeurs, vous instaurez ces valeurs
au sein de toute cette équipe. Donc vous avez toujours le même comportement, la même approche quand vous négociez, quand vous discutez, quand vous achetez, quand vous vendez. Ne jamais oublier que le client est très important. Sans que la satisfaction de votre client et du consommateur final, ça c'est la base. C'est là que vous créez la ressource et c'est là que vous créez la valeur ajoutée. Donc toujours être humble, toujours être à l'écoute de vos consommateurs, de vos clients et de vos partenaires. Ne jamais se dire que je n'ai rien à apprendre, je sais tout et je n'ai rien à écouter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir, vous êtes chef d'entreprise, mais en même temps, vous gérez énormément d'entreprises, d'autres entreprises. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les entreprises à côté de Redland, que vous dirigez et les secteurs d'activité que vous couvrez sur le continent africain et même dans le monde? Oui. Alors, tout d'abord, je dois vous dire, Alain, c'est que notre organisation est en pleine mutation au moment où nous parlons, actuellement. D'accord. Et on est en plein dans le cœur. Pourquoi l'organisation est en train de changer? Parce que notre groupe ne fait que grandir et est devenu un groupe mondial. Pour votre information, nous avons une trentaine d'opérations dans le monde aujourd'hui, Alain. Et donc, ça ne fait que croître par des nouvelles acquisitions que nous allons avoir l'année prochaine. De très grosses acquisitions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir aux États-Unis. Et alors, aujourd'hui, sur les secteurs? Oui, sur les secteurs nous sommes donc dans l'industrie, nous sommes dans l'énergie, nous sommes importants dans l'immobilier, dans l'aviation privée, dans le domaine pharmaceutique, nous sommes actionnaires de Orange Money, dans le mobile banking, nous sommes actionnaires de Brinks, et là, nous avons des nouveaux secteurs qui vont commencer ou sur lesquels nous investissons actuellement. C'est l'intégration totale dans le domaine industriel, c'est-à-dire que nous avons pensé en Afrique, après le Covid, qu'il fallait que nous soyons totalement indépendants en matières premières. Nous avons été tellement dépendants des importations de matières premières que nos industries en ont souffert. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes dit? Nous devons investir en amont, en matières premières, au niveau de la terre. Et c'est là que nous sommes en train de faire beaucoup d'investissements pour pouvoir voir nos matières premières, les transformer au produit fini et les vendre à la distribution. Pour cela, donc, nous sommes en train d'investir dans le domaine agricole et en même temps, nous sommes en train de moderniser à outrance, au moment où nous parlons, toutes nos industries. Et quand je vous dis à outrance, c'est en termes de capacité et en termes de qualité. Et nous avons fait le choix, la vision, le plan d'investir dans des machines les plus modernes et les meilleures machines que nous pouvons trouver dans le monde. Pourquoi? Pour que nous puissions fournir à nos clients africains, dans le continent africain, dans l'océan Indien, des produits de bonne qualité et à de très bons prix, et qu'il n'y ait aucun complexe vis-à-vis des importations de produits finis des hommes. Alors, comment le choix de ces secteurs-là, quels sont les critères qui vous motivent dans le choix d'un secteur derrière par rapport à l'investissement? Alors, écoutez, les secteurs, nous sommes déjà dans ces secteurs, nous sommes très engagés dans les produits de première nécessité, qui touchent vraiment la grande consommation. Donc nous sommes là et nous avons une force de distribution, des réseaux très développés. Et donc, ce qui fait que nous investissons, nous modernisons des unités que nous avions, qui étaient existantes chez nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes en train de faire un énorme investissement dans le domaine avicole. Avicole, accompagné aussi par l'agriculture de plantations de maïs et de soja sur de très très grandes superficies. Donc voilà un secteur sur lequel nous investissons beaucoup. Un deuxième secteur sur lequel nous sommes actuellement en train de mettre beaucoup d'emphase, c'est l'énergie. Vous savez que la Banque mondiale a décidé de mettre en place d'énormes fonds d'investissement sur les pays. L'un des axes prioritaires de la Banque mondiale. Exactement, des infrastructures. Exactement, c'est l'énergie. Et donc, nous sommes déjà présents dans l'énergie et nous sommes en train de discuter avec des groupes internationaux pour créer vraiment des joint ventures, pour pouvoir être capables de fournir... Est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est un joint venture? Alors, nous avons des entreprises en France, aux États-Unis, qui veulent
avec qui nous travaillons et avec qui nous sommes en train de discuter sur des JV. Vous savez, l'avantage, c'est quoi? C'est que ce sont des entreprises qui ont vraiment la technicité, qui ont aussi, bien sûr, les moyens et qui ont la reconnaissance. Et nous-mêmes, nous avons aussi la technicité, la reconnaissance et nous avons la connaissance du marché. Donc tout ça ensemble, ça peut faire un très très beau, je dirais, partenariat. Et d'ailleurs, dans la vie, c'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir toujours les choses du côté très positif. Comment créer des partenariats équitables? Comment créer je dirais, des négociations toujours équitables? Et entre le Nord et le Sud, si nous arrivons à mettre en place ce genre de communication, je pense qu'on peut créer une valeur ajoutée extraordinaire pour le Nord et pour nous dans le Sud, dans le continent africain. D'accord. On assiste aujourd'hui à d'énormes mutations économiques. On parle aujourd'hui de guerre de l'information, de guerre économique. Comment vous, à votre niveau, quels sont les atouts que vous mettez en avant pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés? C'est vrai que il y a un peu plus de 20 ans que vous vous êtes lancé, forcément vous avez traversé énormément de difficultés. Aujourd'hui, on est pleinement dans la guerre économique. Ce n'est pas seulement entre les entreprises, mais seulement entre les États. Mais vous, au niveau de l'entreprise, comment est-ce que vous faites face à ces difficultés-là et à cette guerre de l'information? C'est vrai que la situation est un peu compliquée, mais il ne faut pas dramatiser. C'est vrai, on est passé d'une période de Covid qui a quand même démontré la résistance des entreprises ou la non-résistance des entreprises. Maintenant, nous sommes dans un contexte assez complexe en Europe par cette guerre. Ça a déstabilisé beaucoup de choses. Ça entraîne quoi aujourd'hui? Ça entraîne une décroissance, ça entraîne une augmentation de l'inflation, ça entraîne le chômage, donc la pauvreté. Tous ces sujets sont vraiment cruciaux. Et je ne pense pas, d'après nos informations, que cette crise en Europe va s'arrêter de sitôt. C'est ça. À moins que nos leaders qui nous dirigent arrivent à trouver une entente, dans la sagesse. Nous le verrons. Mais aujourd'hui, toujours est-il que nous sommes dans une phase difficile. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on avait deux choix. Premier choix, c'est d'attendre, de rester, d'écouter et d'attendre que la situation s'améliore. Il y avait une deuxième option, c'était de mettre en place une stratégie plus agressive, plus engageante, en disant on ne peut pas s'arrêter, il faut qu'on avance. Eh bien, nous avons eu des réunions de travail, nous avons fait beaucoup de réunions avec nos collaborateurs, et nous avons décidé pour la deuxième option. La deuxième option, c'est-à-dire quoi? C'est investir, et c'est à cette période-là que nous avons commencé cette stratégie de développement d'investissement industriel, agricole, avicole, énergétique. Et en même temps, nous avons avancé, puisque nous étions déjà dans le domaine du broadcast, de la télévision digitale. Mais vendeurs d'équipements à l'époque. Nous étions que vendeurs d'équipements à un moment donné d'une entreprise allemande. Et quand cette entreprise allemande a vu notre sérieux, comment nous travaillons, ils nous ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire des installations pour nous en Afrique? Et on a fait quelques pays avec eux. Et à partir de là, nous avons eu cette opportunité de rentrer pour l'acquisition de Thomson Broadcast en France. Quand, vous savez, un Africain, quand il va en Europe pour acheter, on lui dit, mais non, c'est pas votre place. Restez dans l'océan Indien ou dans le continent africain. Vous êtes en train de prendre des grands risques. Le système de travail, le système de valeurs, rien n'est pareil. Tout est différent. Et donc, on doit rester à notre place et chacun garde son périmètre. Eh bien, nous avons dit non. Nous allons maintenant faire le pas, puisque nous avons fait le pas sur l'océan Indien, nous avons fait le pas sur le continent africain, eh bien, nous faisons le pas sur l'Europe. Et nous prenons le risque. Et nous avons racheté Thomson. C'était dans cette période, après le Covid, juste. Même un peu avant, et on a continué. On a commencé avant le Covid, et on a continué. Et donc, vers 2018-2019, Covid, c'était vers 2020. Et nous avons acheté donc Thomson Broadcast. Donc, toujours cette position extra engageante, développée, et ne pas avoir peur. Donc, c'est ça que nous avons fait. Et
La prise des risques est importante, c'est ce que vous dites dans La prise des risques est importante. Vous savez, tout ne peut pas être calculé. Dans les affaires, tout ne peut pas être calculé. Un peintre, quand il va devant un tableau qu'il va peindre, il ne sait pas ce qui va sortir. Quelque part, il y a un risque. Et c'est la même chose. Pour moi, les affaires, c'est la même chose. Vous avez bien sûr une certaine rationalité, il y a des chiffres, mais à un moment donné, c'est votre flair, c'est votre intérieur qui vous dit tu dois y aller ou tu ne dois pas y aller. Et moi, j'y crois beaucoup à cela, au flair de l'homme d'affaires, que j'écoute ce flair. Et donc, nous sommes partis. De la même manière, en 2022, nous avons racheté le numéro 1 mondial américain. Et aujourd'hui, nous sommes devenus numéro 1 mondial dans la partie broadcast, télévision digitale, dans toute la partie hardware. Et d'ailleurs, je dois vous dire que nous sommes en train déjà de réfléchir maintenant pour aller vers le software, par l'acquisition de 2 très grosses entreprises américaines, avec qui nous avons déjà commencé les discussions, n'est-ce pas? Et donc, d'ailleurs, avec les Américains, en 2022, quand nous voulions acheter Getser, ils voulaient créer un partenariat avec nous. Et nous avons mené des discussions en Floride. Justement, dans ce genre de discussion-là, quels sont les facteurs bloquants ou les facteurs qui vous disent on peut pas laisser cette situation, il faut forcément aller jusqu'au bout? D'abord, quand vous arrivez dans ce genre de discussion, quand une entreprise africaine arrive aux États-Unis pour négocier, et négocier dans un secteur sensible et stratégique, quand même, en face, nos partenaires se posent des questions. Est-ce que ce sont des gens sérieux? Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour vraiment réaliser? N'est-ce pas? Et donc déjà, il faut bien démontrer que nous sommes compétents, nous sommes éduqués, et que techniquement, nous savons de quoi nous parlons, et que nous sommes sérieux. Ça, c'est la première chose. D'accord. Et la deuxième chose, c'est après le métier, c'est voir dans quel secteur nous sommes. Et vous savez bien qu'après le Covid, on parle toujours de la digitalisation, de la numérisation. Et là, on était vraiment dans le cœur du sujet. Donc, la décision n'a pas été trop compliquée. Et quand nous avons dit aux Américains, parce que les Américains, au départ, c'était le partenariat, n'est-ce pas? Et nous avons discuté, nous avons échangé. Et à la fin, à une dernière réunion, une des dernières, je leur ai dit, écoutez, au nom de ma famille, à mon nom personnel, nous vous remercions de votre confiance. Par contre, nous avons décidé de vous racheter. Donc ça a quand même été un coup. Et nous avons racheté. Et donc aujourd'hui, voilà, nous sommes là et nous sommes dans plusieurs pays. Nous avons aujourd'hui 70% du marché américain qui est entre nos mains. D'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes dans Stratégie Éco, l'émission économique sur Vox Africa. Je reçois aujourd'hui M. Ilyas Akbarali, qui est le chairman de Redland et de Thomson Broadcast et d'autres entreprises aussi. Alors, on va revenir à Madagascar. Un mot sur l'économie aujourd'hui de Madagascar. Alors, Madagascar, d'abord, est un très, très beau pays. Un grand pays. Pour moi, c'est un continent, avec une population qui n'est pas loin des 30 millions. C'est un pays en paix, c'est un pays calme, c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Comme quelques pays, nous traversons quelques difficultés. Mais nous espérons que notre gouvernement, notre administration, sous la présidence de son Excellence M. Rajoelina, cette administration va pouvoir mettre en place sa stratégie et développer le pays et sortir le pays de certaines difficultés économiques. Maintenant, nous, en tant que secteur privé, puisque nous sommes dans le secteur privé, nous ne sommes pas dans la politique, nous, dans le secteur privé, comment nous pouvons aider pour faire avancer le pays? Très simplement, nous devons investir. Si le secteur privé investit, le secteur privé crée des emplois, le secteur privé crée de la valeur ajoutée. Et vous savez, quand vous employez, sachez que d'ici 2024, nous allons dépasser 10 000 personnes dans notre groupe. D'accord. N'est-ce pas? Au niveau de Madagascar. Donc 10 000 personnes, c'est 50 000. Quand je vous parle de 10 000 emplois, c'est direct. Direct. Je ne vous parle pas des indirects. Je crois que les indirects vont être 2 fois plus. Alors si vous additionnez 30 000 personnes. 30 000, à ce moment-là, vous touchez 150 000 familles. Eh bien, si le secteur privé investit autant, vous savez,
c'est comme ça qu'on va absorber le chômage, c'est comme ça qu'on va diminuer la pauvreté, c'est comme ça qu'on va créer de la valeur, et c'est comme ça qu'on peut vraiment apporter un essor économique dans notre pays. Et à Madagascar, ce sont les mêmes secteurs d'activité, industrie, agriculture. Oui, tout à fait. Et aussi, d'ailleurs, je pense que nous allons bientôt mettre un pied aussi dans la partie digitale à Madagascar. Donc, on va vraiment faire la migration de la télévision analogue à la télévision digitale. Donc, voilà aujourd'hui comment nous pouvons participer. Et après, comment nous pouvons participer aussi, c'est de former nos jeunes. La formation est très importante. Nous formons beaucoup les jeunes. Et aussi, comment nous pouvons participer, c'est en transférant nos connaissances aux jeunes. Moi, personnellement, par exemple, j'interviens à beaucoup de conférences et de plus en plus, on me demande beaucoup plus, mais après, il y a une question de temps. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est transférer, en fait, notre connaissance à notre jeune génération pour qu'elle puisse se préparer pour le futur. Alors, quel est le discours que vous tenez aujourd'hui aux jeunes Africains qui veulent faire comme vous? Alors, les jeunes Africains, et là, vous mettez un point d'honneur. Je me mets dans la peau d'un jeune Africain. C'est ça. Vous savez, vous les jeunes Africains, vous êtes dans notre cœur. Vous êtes vraiment dans notre cœur. Et nous voulons que vous puissiez réussir. Donc, il y a des choses importantes pour réussir. D'abord, je reviens aux valeurs. N'est-ce pas? Nous sommes tous des gens avec de l'énergie positive. Nous avons une connexion avec une force suprême. Après, elle peut être ce qu'elle est. Il faut déjà être en bonne connexion. La deuxième chose, c'est avoir les valeurs dans le travail. Les valeurs, c'est l'humilité, la bienveillance. Le partage est important. Quand vous gagnez, partagez avec vos frères africains, partagez financièrement, partagez avec des idées, partagez avec des conseils. C'est très important. Ne gardez pas pour vous. Si nous voulons faire avancer notre continent, il faut que nous soyons extrêmement ouverts. Vous savez, le soleil brille pour tout le monde. Partagez pour que tout le monde puisse réussir. Si votre voisin réussit, ce serait pour vous un bonheur. Il faut le faire avec beaucoup d'énergie positive et avec une vue très positive. C'est important, je vous le dis aux jeunes. Entraidez-vous entre jeunes. Ça, c'est la première. Après, l'honnêteté. L'honnêteté est importante dans le travail. Et la parole. Quand vous avez un engagement avec vos partenaires, clients, fournisseurs, banquiers, tenez vos engagements et soyez clairs avec vos partenaires. Parce que si vous êtes clair avec vos partenaires, vous allez pouvoir échanger, vous allez créer un climat de confiance. Et la confiance, c'est la chose la plus importante dans les affaires. Si vous avez des problèmes avec vos partenaires, dites-leur la vérité, les problèmes arrivent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est n'ayez pas peur des échecs. Aux États-Unis, l'échec est tout à fait accepté. Comment surmonte ces échecs-là en tant que... Mais oui, mais c'est pour ça que les valeurs, l'énergie est importante. C'est que on peut tous... Moi-même, j'ai eu des échecs. Et que j'en ai souffert. Vraiment, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, le groupe avec ce que je vous ai dit en termes de chiffre d'affaires, nombre d'employés, vous pouvez être sûr que, arrivé là où je suis, j'ai passé des moments extrêmement difficiles, des moments des soucis, des moments d'angoisse. Mais je me suis toujours attaché à l'énergie au-dessus de nous, n'est-ce pas? Une force. J'ai jamais lâché cela, j'ai jamais lâché mes valeurs, j'ai été toujours persévérant, j'ai travaillé, j'ai été patient et je n'ai jamais lâché. Et après, j'ai toujours communiqué avec mes collaborateurs on a échangé pour résoudre les problèmes. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et je sais que demain, j'aurai encore des problèmes. Mais cela ne m'empêche pas de développer mes affaires. Après, l'audace. L'audace est très importante. Il faut être audacieux dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être courageux. Quand vous avez une idée, allez jusqu'au bout de votre idée. Et après... Mais souvent, ces jeunes-là nous parlent de moyens financiers, Et c'est ça. Et c'est là, je pense qu'en Afrique, c'est là-dessus que nous devons vraiment nous concentrer. Comment aider nos jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple? Exactement. Alors, effectivement, il y a des banques microfinance qui existent dans nos
pays africains, il y a à qui on peut allouer des microcrédits à nos jeunes Africains pour démarrer. Ça, c'est une solution. Et là, je pense que nos gouvernements sont tout à fait nos gouvernements dans le continent sont conscients qu'il faut vraiment mettre en place des microcrédits aux jeunes. Sinon, il y a une deuxième solution, c'est de faire des partenariats. Des partenariats, si vous avez... Par exemple, aujourd'hui en Afrique, on sait qu'il y a de très très belles start-up qui existent. Ne les vendez pas, vos start-up. Ne les vendez pas. Mais souvent, l'État ne s'intéresse pas à ces startups-là. Ces jeunes-là se disent, nous, on a plein d'idées, on a énormément d'idées sur des questions d'innovation, de développement économique et tout. Vous avez cité d'entre de jeu le domaine du mobile banking. On a énormément de jeunes Africains qui s'intéressent à ce domaine-là, mais l'État n'investit pas dans ces startups-là. Donc, c'est d'où le sens de la vente de ces innovations. C'est vrai, vous avez raison, Alain, vous avez tout à fait raison. Maintenant, si l'État... Parce que l'État, je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté de l'État, je pense que l'État a beaucoup de problèmes à gérer, et donc ce problème devient quelque part secondaire. Alors, mon conseil, avec beaucoup d'humilité, mes chers frères, c'est de trouver des partenaires en Europe et aux États-Unis. Vous savez, en Californie, dans la Silicon Valley, c'est vraiment le paradis des startups. Je crois qu'il y a aujourd'hui des grosses entreprises américaines qui ne cherchent que ça, qui n'ont pas le temps, ou qui ont peut-être le financement, leurs moyens dans la recherche et développement épuisés. Si vous venez, vous avez une belle start-up, vous venez, vous discutez avec eux, vous leur écrivez, vous vous déplacez, ça coûtera un billet. On peut habiter dans un petit hôtel simple, on va les voir à San Francisco, dans la Silicon Valley, on discute avec eux. On laisse la majorité à eux. On garde une petite participation, 20-25%. Ce n'est pas grave. Mais vous mettez le pied à l'étrier. D'accord. Ça veut dire et c'est comme ça qu'il faut voir. Il ne faut pas être gourmand au départ. Il faut être humble. Et après, avec 20-25%, vous allez recevoir des dividendes. Avec ces dividendes, demain, vous serez à 35%. Et après à 50%, et après, vous serez à 100%. Donc les jeunes, ne soyez pas démoralisés. Soyez courageux, soyez attaquants et soyez audacieux. D'accord. Alors, vous êtes président directeur général du groupe Cypromad depuis 2011, aussi Thomson Broadcast, on l'a dit, depuis août 2018, chairman de Getser depuis août 2022, chairman de Redland depuis 2020. La liste est longue, hein? Alors, quels ont été les défis et les difficultés pour surmonter, pour challenger ces entreprises-là? Mais ce sont des défis... c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de contacts, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de partenariats à discuter avec les fournisseurs, avec les clients. C'est du travail vraiment récurrent. Et parce qu'il y a plusieurs entreprises. En plus, dans notre groupe, il y a une particularité, c'est que nous ne sommes pas monoproduits. Nous sommes très diversifiés, de l'industrie à la pharmacie, au mobile, à l'immobilier, à l'énergie, à l'aviation, au broadcast, etc. Et vous savez, dans le broadcast, nous n'avons pas que la digitalisation. Nous avons toute la radio AM, FM. Nous sommes leader mondial aussi. Nous avons les studios pour les télévisions. Nous avons aussi les décodeurs. D'ailleurs, nous sommes en train de monter une usine en Jamaïque, en partenariat avec l'État jamaïcain, d'une usine de décodeurs. Et même, nous sommes en train de discuter sur la République dominicaine actuellement. Donc, c'est vraiment d'abord être à la tête de toutes ces entreprises. Je remercie d'abord ma famille qui me fait confiance. Je remercie le conseil d'administration qui me fait confiance. Je leur suis reconnaissant et en même temps je suis reconnaissant à mes collaborateurs qui me font confiance. Vous savez, c'est un plaisir d'être à la tête de la première entreprise américaine dans le monde qui est dans le domaine. C'est un honneur. C'est un honneur pour un Africain qui vient de Madagascar, d'une petite île de l'océan Indien. D'une belle île. D'une belle, mais une île de Madagascar, de l'océan Indien. Donc c'est vraiment, je dis que franchement, il faut beaucoup apprécier et il faut remercier là où il faut remercier. Et les liens, vous parlez beaucoup de la famille, on a l'impression que ce lien familial-là est fort dans le développement de ce que vous faites. Oui, tout à fait. Le lien familial est très fort. D'ailleurs, notre groupe est détenu 100% par la famille. C'est très important. Nous n'avons pas de partenariat extérieur. Tout le groupe est contrôlé par notre famille. Et nous comptons le contrôler pour longtemps. Deuxième chose, notre
notre vision, notre stratégie pour les années à venir sont sur 2 paramètres. La gouvernance, donc nous sommes en train de travailler très fortement avec des grands cabinets mondiaux sur la gouvernance de notre groupe et avoir une gouvernance internationale. Et la deuxième, c'est la succession. Nous sommes déjà en train de préparer nos enfants pour la succession dans l'avenir. C'est un sujet très important que des fois nous négligeons. Or, il faut préparer la succession et les enfants dès maintenant. Je dis à nos jeunes Africains, mais nos enfants ont votre âge. Nous les préparons dès maintenant. Nous leur... Dans la préparation, qu'est-ce qu'on doit leur dire pour qu'ils puissent rester dans l'idée de l'entreprise? D'abord, la première chose, Alain, c'est quoi? C'est l'éducation. Il faut que nous soyons éduqués en Afrique. L'éducation, c'est primordial pour le développement. Sans éducation, on ne peut pas. Donc, éducation. La deuxième chose, c'est les enfants, on doit leur parler dès le jeune âge. Voilà les affaires. On les informe sur les affaires. On communique avec eux sur les affaires. On échange avec eux sur les affaires. Et chez nous, par exemple, on parle toujours de travail, d'affaires, parce que c'est notre éducation. Donc les enfants ont participé dès le jeune âge dans les affaires. J'ai une fille aujourd'hui qui est dans la mode, qui fait très très bien. Elle a 27 ans, elle a 350 personnes dans son usine. Elle fait de l'exportation dans le monde entier. Et donc, j'ai un garçon qui est à Harvard actuellement, qui est en train de faire un MBA, qui était à NYU, qui a fait sciences politiques. Donc on les prépare. Il y a les enfants de mes sœurs, n'est-ce pas? Et parce que mes 2 sœurs travaillent avec moi. Et en même temps, il faut aussi qu'il y ait une cohésion familiale. C'est important. Parce que regardez aujourd'hui, dans les familles où il y a des problèmes, c'est quand il n'y a plus de cohésion. Quand le dirigeant, le fondateur disparaît, parce que nous devons tous partir un jour. Comment on maintient cette cohésion-là? Eh bien, c'est ça qu'il faut travailler. Comment il faut travailler? Il faut travailler par des réunions, quand les enfants sont en vacances, ici, ou à Madagascar, ou à Paris, quand nous sommes tous ensemble, les réunir. Et moi, personnellement, je suis en train de travailler avec des cabinets mondiaux pour organiser, dès l'année prochaine, des team building. Donc, je vais appeler tous mes neveux et nièces avec mes enfants. Ils sont 7. Je vais les appeler, je vais organiser une date avec eux. D'ailleurs, cette année, je vais commencer. Et je vais les amener sur un très, très beau site pendant 3, 4, 5 jours. Tout ça, c'est le management. C'est ça, c'est le management. Mais d'abord, ça crée la cohésion, ensemble, avec moi. 2, on les informe des affaires actuelles. 3, on les informe de la vision. Et à partir de là, on crée un débat. Donc les enfants sont déjà impliqués. Ils sont déjà au courant. Mais cela est très important. Vous savez, Alain, vous avez dû voir beaucoup de grandes entreprises qui ont été extrêmement prospères quand le fondateur est parti. Qui n'existe plus. Il n'existe plus. Et des fois, même la 2e génération, parce que les enfants n'ont pas été formés. Et après, effectivement, il faut former les enfants dans la droiture. Vous savez, aujourd'hui, un des problèmes majeurs des jeunes, c'est quoi là? C'est la drogue, c'est l'alcool. Il faut absolument... Et là, je le dis à nos jeunes Africains, aux jeunes enfants, à vous les jeunes, vous voulez réussir, vous voulez avancer, vous voulez créer vos entreprises, vous devez avoir un mode de vie. Vous ne pouvez pas être dans l'alcool et dans la drogue et penser que vous allez pouvoir développer votre affaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas que ça. Je m'adresse encore aux jeunes, à tous les jeunes. Le sport, il faut que vous soyez toujours en bonne santé. Je rappelle que vous êtes un très grand sportif aussi. Oui, moi je suis pratiquant des arts martiaux. Des arts martiaux. Je suis ceinture noire 5e dan et j'enseigne. Au karaté, je fais beaucoup de cardio aussi. Donc la santé, c'est très important. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous allez avoir les idées claires. Vous allez être en proaction. Et si vous n'êtes pas en forme, vous n'aurez pas les idées claires. Et après, la 3e chose, alcool, drogue, il faut éviter, sport et l'alimentation. Pour être en bonne santé, il faut faire attention à son alimentation. Donc ce sont quelques sacrifices que nous devons faire, mais après, les résultats sont extraordinaires et ça vous donne la joie et le bonheur dans la vie. D'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous prennent en marche que vous êtes dans Stratégie Éco, l'émission économique sur Vox Africa. Je reçois aujourd'hui un invité exceptionnel qui nous a fait l'aimabilité d'être dans Stratégie Éco. C'est monsieur Ilyas Akbarali, qui est le chairman de Redland. On part pour la 3e partie de l'émission. Un mot sur la paix et la sécurité en Afrique. Alors, effectivement,
la paix et la sécurité, ce sont des enjeux très importants. Ce sont des enjeux globaux, je dirais, Alain. Un pays, un continent ne peut pas les régler. Et c'est là où c'est important qu'il y ait vraiment une action globale au niveau mondial, c'est-à-dire entre les institutions internationales, les grands pays riches, l'Union africaine, quand je parle seulement, surtout de notre continent, et je crois que c'est là où il faut absolument qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait des actions communes. Mais je suis persuadé, Alain, je suis persuadé que pour échapper au terrorisme, il y a une seule voie, c'est l'éducation. L'éducation est vitale afin que nos enfants soient pragmatiques, qu'ils décident avec leur intellect et qu'ils puissent voir loin dans la vie. Et c'est comme ça que je vois. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays ou d'un autre. C'est global, nous devons tous faire un effort. Alors, on a énormément de coups d'État qui sont sur le continent africain. Vous avez parlé du terrorisme. Comment on arrive à solutionner toutes ces situations-là pour sortir de l'ornière? Alors, effectivement, les coups d'État qui existent chez nous dans le continent, c'est triste. Pour moi, c'est vraiment triste. Nous-mêmes, nous travaillons au Mali. Nous avons une très grosse opération au Mali. Je connais bien le Burkina Faso. Nous venons de signer un gros contrat en Guinée-Conakry. Les coups d'État, c'est quand même un problème parce que il y a quelque part, je pense, une frustration. Il y a quelque part des attentes qui n'ont pas été réalisées. Il y a peut-être quelque part des abus. Il y a des choses qui se passent. Sinon, je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Et je crois que c'est là que nos leaders ont une très grande responsabilité pour maintenir la paix, la stabilité dans le continent africain, qui sont quand même le moteur pour le développement et la prospérité du continent. Alors, vous êtes récipiendaire de plusieurs prix, élevé commandeur de l'Ordre national de Madagascar, décoré grand officier de l'Ordre national de Madagascar également, élevé commandeur de l'Ordre du mérite de Madagascar, élevé au grade de grande croix du 2e classe de l'Ordre national de Madagascar, élu CEO de l'année par Financial Africa Award en 2021. La liste, elle est longue. Quelle est votre plus grande satisfaction aujourd'hui? La plus grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, notre groupe africain est un groupe mondial. Ça, vous ne pouvez pas savoir, Alain, comme c'est une satisfaction. C'est qu'aujourd'hui, nous, notre groupe, nous discutons avec les plus grandes entreprises mondiales, comme Google, comme Amazon, comme Thales, comme Orange. Et nous sommes africains. Nous sommes d'égal à égal quand nous discutons avec eux. Certes, c'est vrai que ce que nous avons reçu, parce qu'il y a eu une reconnaissance de notre État. D'ailleurs, j'ai aussi été décoré par la présidente de la République indienne. Bien sûr, énormément de prix. La liste, elle est vraiment... Donc ça, on se dit, c'est bien, il y a une reconnaissance, ça fait toujours plaisir, mais attention, il ne faut pas que ça change l'homme. Il ne faut pas que ça devienne un sujet d'arrogance, un sujet d'écocentrisme, parce que le plus important n'est pas là, le plus important est ailleurs. Donc restez toujours dans la simplicité, Alain, toujours dans la simplicité et dans la gentillesse et dans le respect. Alors vous parlez énormément de simplicité, de respect, de valeur. On a l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui n'ont pas ces valeurs-là ne peuvent pas sociabiliser concrètement les personnes, non, que ce soit en entreprise ou bien hors de l'entreprise. Moi, je pense que si vous avez ces valeurs, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que vous pouvez créer vraiment une relation de long terme et une relation de confiance. Et quand vous avez une relation de confiance et de long terme, vous pouvez construire de très très belles choses. Et c'est un peu le résultat de notre groupe. Aime aussi l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain? Hier, j'ai vu que ma très proche amie, ma sœur,
la vice-présidente de Afreximbank, Kanayo, a reçu un award pour la meilleure femme entrepreneur de l'Afrique. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message, j'ai dit « You are the best in Africa ». Yes. Et elle m'a répondu. Donc, il y a en Afrique aujourd'hui des femmes de très très haut niveau, très éduquées, qui ont fait les plus grandes écoles, les Ivy League aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, c'est l'Afrique est en train de changer. Nous avons des grands... J'ai été dernièrement dans une intervention à Big BPI. J'ai vu des femmes de notre continent de très très haut niveau, d'égal à égal comme nous. Et d'ailleurs, pour moi, on est tous sur le même niveau. Donc, les choses sont en train de changer. Certes, il y a certains pays où c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'avec le temps, en fait, ce sont des exemples qui sont importants. Quand vous montrez les bons exemples, les autres ont envie de suivre. Et là, nous avons de très bons exemples en Afrique. Qu'est-ce qui manque aux entreprises africaines pour être aujourd'hui des champions nationaux et comment est-ce que ces entreprises-là doivent encore travailler pour être des grands comme Redland? Moi, je pense que nous avons de très grands patrons en Afrique, de très grands patrons. Certes, ils sont extrêmement engagés dans le continent, parce que le continent aussi est grand. C'est ça. En 2050, nous allons être 2,2 milliards là. N'est-ce pas? C'est un grand marché. Bien sûr, ça entraîne des changements géopolitiques, climatiques, environnementaux, sociaux, etc., etc. Mais nous savons, le continent en lui-même est un grand marché. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? D'abord, je ne me permettrai jamais de donner des leçons à mes collègues patrons africains, parce que je les respecte. Peut-être ceux qui veulent être comme eux? Comment? Ceux qui veulent être comme ces patrons-là, qui veulent être des champions nationaux? Bah, écoutez, moi je pense que c'est vrai, c'est l'investissement, beaucoup d'investissement, quoi. C'est l'investissement qui est important et l'accompagnement dans ces investissements. Et voilà, c'est ça que je peux dire. Alors, un mot sur les fondations que vous dirigez avec votre femme. Alors, on a Akbar Ali Foundation à Madagascar, Madagascar Foundation aux États-Unis. Un mot, quel est le rôle de ces fondations-là et les actions qui sont posées? Alors, cette partie de la fondation, effectivement, c'est Cynthia qui la gère, c'est pas moi. Je suis fondateur. Mais nous avons en fait, toujours dans le cadre du partage. Donc, nous avons un pourcentage de nos dividendes qui vont à cette fondation. Donc, cette fondation, la fondation Akbar Ali, effectivement, qui est surtout focalisée dans la lutte contre le cancer de la femme. Cancer gynécologique. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, Cynthia avait eu un cancer. Elle avait eu un cancer et donc elle s'est lancée pour aider les femmes africaines et les femmes malgaches avec toute l'humilité. Et donc aujourd'hui, nous avons une clinique dans le centre de Tananarive. Nous avons 2 centres, un dans le sud, un dans le nord. Nous recevons une unité mobile qui tourne dans tout le pays. Nous recevons à peu près 30 000 femmes tous les ans au sein de notre fondation pour diagnostiquer, pour traiter le cancer. En même temps, nous avons créé 2 centres de santé au Rwanda. Nous aidons beaucoup aussi en Inde. Nous avons une fondation aux États-Unis. Et en Europe, c'est beaucoup d'aide aux immigrés qui viennent pour les faire entrer dans le marché du travail. Sinon, actuellement, je sais qu'il y a une décision qui a été prise au sein de la Fondation pour créer maintenant un grand orphelinat. Parce que c'est un problème aussi, les enfants orphelins qui sont délaissés, pour en fait les mettre dans ces centres d'orphelinat pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation, à la santé, pour qu'ils puissent avoir un compte bancaire et qu'on mette de l'argent tous les mois, pour que dans l'avenir, quand ils rentrent dans la vie active, au moins ils ont un fonds pour démarrer. En même temps, nous intervenons aussi pour à peu près 2000 familles tous les mois, financièrement, que nous aidons tous les mois. Et donc voilà, aujourd'hui, la Fondation, c'est le partage. C'est comment faire pour aider les autres. C'est un peu la philosophie de notre famille et c'est pour cette raison que nous avons donc créé cette fondation. D'accord. Vous rencontrez énormément de chefs d'État. Quel est leur regard sur le continent africain aujourd'hui? Alors, le regard des chefs d'État sur le continent africain est positif. Sur le point suivant, c'est que le continent africain, d'abord c'est un très beau continent, des gens extrêmement joyeux, des gens ouverts, et par contre aussi où il y a un potentiel énorme sur le plan économique et sur le plan investissement. Et je crois là, Alain, c'est important que les organismes internationaux, les grands pays
pousse les investisseurs à venir en Afrique, dans le continent africain. Créer des partenariats avec les Africains. Donc de ce côté-là, ils sont vraiment très, très... Et d'ailleurs, si on fait cela, ça va apporter d'abord aussi une certaine tranquillité dans les pays riches et aussi une pérennité, une stabilité au niveau mondial, dans la croissance mondiale. Donc c'est important pour tout le monde. C'est un échange, c'est pas un seul, les deux parties. Maintenant, effectivement, quand il y a des problèmes de coup d'État, des problèmes de constitutionnels, je dirais, ça décourage un peu parce que bon, ça décourage, voilà. Aime aussi l'immigration qui est aujourd'hui une sorte de plaie. Alors l'immigration, effectivement, c'est un problème. Et moi, quand je vois nos jeunes frères africains ici, des fois, ça me fait vraiment mal au cœur parce que ils sont dans des situations difficiles et précaires. Or, quand on regarde aussi, l'Europe aussi a ses difficultés. L'Europe connaît aujourd'hui une décroissance, un problème de croissance, de chômage. Et c'est là où je me dis comment faire afin que nos frères africains trouvent du travail chez nous. Et c'est là où l'investissement est très très important. Le secteur privé a un rôle important. Et c'est pour ça que je me dis, notre secteur privé doit encore plus investir, plus s'engager et que, au niveau communauté internationale, qui pousse les gouvernements des pays riches, pousse aussi les grosses entreprises internationales ou même moyennes à venir investir en partenariat avec les patrons africains pour créer vraiment de l'emploi. Je crois que c'est la seule... Et après la stabilité, comme on a dit, ce sont des facteurs qui sont là, qui existent, dont tout le monde est au courant, mais maintenant il faut les mettre en pratique, c'est tout. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'Africains qui disent, au niveau des institutions de Bretton Woods, il y a des projets, on va appeler ça des projets clés en main, qui sont déjà ficelés et qui viennent pour être calqués sur le continent africain. Vous, votre regard là-dessus? Alors, je vous donne un exemple suivant. Nous, quand nous avons racheté Thomson avait des difficultés. L'ancienne administration, qui était européenne. Quand nous sommes venus ici, nous n'avons pas calqué. Nous sommes venus avec notre façon de gérer, africaine, notre façon de manager, notre façon de négocier, et aujourd'hui, regardez le résultat. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, on ne peut pas accepter cela, qu'on vienne des pays de Bretton Woods et qu'on s'installe dans le continent africain en disant, c'est comme ça que ça doit marcher, c'est comme ça que chez nous, ça se fait comme ci, comme cela, ainsi de suite. Non. Chacun, nous avons beaucoup à prendre depuis les indépendances, on a vu les échecs. Il faut expérimenter. Et nous avons la connaissance de notre continent. Nous connaissons notre consommateur, nous connaissons nos problèmes, nos défis, l'environnement, nous le maîtrisons beaucoup mieux. Et donc, les deux parties doivent s'écouter. Pas seulement sur la partie privée, mais même en politique. La politique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le respect. Et je reviens au respect. Respect d'autrui. Aux valeurs. Et aux valeurs. Alors, on est presque à la fin de l'émission. Hein. L'échange est très, très enrichissant. On est en train de partir vers la fin. Alors, un conseil encore aux jeunes qui ont envie d'entreprendre. Quelles sont les erreurs à ne pas faire pour aller plus vite? Alors, les erreurs à ne pas faire à nos jeunes Africains qui veulent aller dans l'entrepreneuriat, premier, c'est ne jamais être bloqué dans une idée. Par exemple, vous avez une idée, vous sentez que cette idée rencontre beaucoup d'obstacles et beaucoup de problèmes. Donc, quand il y a un mur, il ne faut pas aller contre le mur. Il faut le contourner, le mur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine souplesse de l'esprit, une souplesse de l'intellectuel. Il ne faut pas être, je dirais, complètement bloqué sur des idées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'éducation. Ça, je le dis toujours. La troisième, c'est s'informer. Il faut beaucoup lire. Il faut lire tous les journaux internationaux, les magazines, écouter ce qui se passe dans le monde. Être informé. Être informé. C'est très important. L'information, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, il faut s'informer. Et après, comme je dis, il faut beaucoup travailler. Il faut être audacieux. Il doit être patient. Il ne faut pas se décourager. Il faut avoir une vie saine. Et enfin, une chose importante.
Écoutez nos aînés. Il ne faut jamais dire « Ah, mon père, il est dépassé. Ah, mon oncle, il ne comprend rien. Mais non, vous êtes dépassé, la vie n'est plus ainsi. » Non, nous avons dans notre culture africaine le respect de nos aînés. Il ne faut jamais négliger le respect de nos aînés et surtout la bénédiction de nos aînés. Vous savez, la bénédiction de nos aînés nous amène une énergie extrêmement positive. Sachez les écouter. En les écoutant, cela ne veut pas dire que vous allez faire tout ce qu'il vous a dit. Mais vous les écoutez et après vous réfléchissez, vous recoupez l'information et vous décidez. Alors aujourd'hui, on part beaucoup vers l'innovation, le digital. Un mot là-dessus. Ah, l'innovation, c'est le moteur. Aujourd'hui, quand on regarde dans l'avenir, dans les années qui viennent, 60% des jeunes doivent vraiment aller vers l'innovation. On sait que 15% des emplois vont disparaître à cause de cette innovation. Et on sait aussi que cette innovation touche tous les secteurs, la santé, l'énergie, l'infrastructure, etc., etc. Et donc, je pense que nous, dans le continent africain, on doit vraiment s'intéresser à cela, voir un peu comment nous pouvons mettre en place des centres de recherche et développement, comment nous pouvons former nos jeunes et comment nous pouvons les amener vers cette innovation, car c'est l'avenir du monde vers la numérisation. Si vous avez un mot à dire à vos collaborateurs. À mes collaborateurs, ce que je voudrais dire, c'est d'abord un grand merci à mes collaborateurs, un grand merci pour leur loyauté, pour leur implication, pour leur intégration et pour leurs idées. Et moi, je peux leur dire que je les aime beaucoup. Alors, vous êtes fan d'art martial, oui. Vous faites énormément de sport. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Ça, c'est vraiment avant de conclure. Ben écoutez, j'ai toujours fait du sport et j'ai trouvé que le sport m'apportait un certain équilibre dans mon esprit, dans mon corps. C'est la balance entre le corps, l'âme et l'esprit. Et comment on balance le corps? C'est par le sport. Donc j'ai effectivement beaucoup pratiqué, je pratique beaucoup les arts martiaux, j'enseigne un peu aussi, et donc en même temps je cours beaucoup, et en été je nage, et ça me fait beaucoup de bien, et vraiment ça me donne beaucoup de bonheur dans ma vie. On a été très 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 heureux de vous recevoir sur le plateau des Stratégies Éco. Je vais vous donner 1 minute pour votre mot de fin, des conclusions sur Redland, sur le développement du continent africain, sur les mutations économiques, et conclure l'émission. D'accord. Écoutez, le mot de la fin, c'est que, bon, effectivement, vraiment, mon souhait le plus profond, le plus sincère, c'est que notre continent se développe très très bien, que notre continent avance, que nos jeunes réussissent dans leur vie, et qu'ils aient la paix, la sérénité. Et enfin, pour notre groupe, nous espérons aussi une belle croissance. Et enfin, je souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses à Vox Africa. Et Alain, merci beaucoup pour votre intérêt. Et je vous remercie encore de m'avoir invité. Ça a été vraiment très très gentil de votre part. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ilyas Akbar Ali. Je rappelle donc à nos téléspectateurs qu'on recevait le chairman de Redman, Ilyas Akbar Ali. Avec lui, on a parlé de Redland, de tout ce qui est développement d'entreprise. On a parlé du continent africain. Il nous a donné énormément de conseils et des conseils aux jeunes pour le développement de l'entrepreneuriat et du développement du continent africain. Je le rappelle toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon doivent être au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Enoko réalisait cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Vox Africa.